Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Grabel pour cette 15e fête de la République. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu le déroulé de la journée. Je précise d'abord que je m'exprime ici comme secrétaire de l'association qui organise depuis 15 ans la fête de la République. Donc nous nous efforçons chaque année de mettre en débat des sujets, des thèmes liés à l'actualité, dont nous avons eu l'occasion au cours des précédentes années de faire venir des intervenants sur le thème de la laïcité, sur le thème des droits des femmes, sur le thème l'année dernière de la 6e République, ou encore il y a 2 ans puisque la République aussi a une dimension internationale. Nous avions abordé il y a 2 ans la question des expériences citoyennes, des révolutions citoyennes en Amérique latine. Voilà, donc cette année, nous avons choisi, après un échange au sein de l'association, de mettre en débat la question des stratégies pour rompre avec les politiques d'austérité en Europe et nous interroger à la lumière de ce qui s'est passé ces derniers mois en Grèce, de ce qui se passe en Espagne à la veille d'élections particulièrement importante, à la fois pour le peuple espagnol, mais également pour l'ensemble des peuples d'Europe. Et c'est vrai que quand on s'attache à réfléchir à des alternatives de transformation sociale à l'échelle de l'Europe, ce qui se passe dans les pays proches, la Grèce, l'Espagne, évidemment, ça nous interpelle directement. Donc nous avons voulu cette année mettre cette réflexion-là en débat et nous avons sollicité pour les besoins de cet échange collectif la présence de militants engagés en Grèce, engagés en Espagne pour qu'ils apportent leur témoignage à la réflexion collective. Donc, nous aurons cet après-midi, dans le débat qui débutera vers 15h, 15h30, 3 intervenants. Dimitri Makridjanis, tu peux venir, Dimitri, Alors Dimitri était militant de Syriza et il a contribué à construire Syriza en France au cours des derniers mois et il interviendra aujourd'hui en tant que sympathisant du mouvement Unité Populaire puisque, et nous en parlerons un peu plus en détail cet après-midi, suite à ce qui s'est passé en juillet en Grèce, le mouvement Syriza a connu une scission et une partie de ses membres, de ses députés l'ont quitté. Certains ont constitué un mouvement qui s'appelle l'Unité Populaire et Dimitri en est sympathisant, donc c'est à ce titre qu'il s'exprimera cet après-midi. Ensuite, nous avons noué des contacts avec des militants de Podemos en Catalogne. Mais vous savez qu'en Catalogne, l'actualité est particulièrement chargée puisqu'il y a un vote important demain sur la question de l'indépendance de cette région et dont nous n'avons pas pu avoir la présence de militants espagnols de Podemos, mais nous aurons un des animateurs du cercle Podemos de Montpellier qui s'appelle François Rodriguez. Donc il nous rejoindra dans l'après-midi, il n'est pas présent encore, mais il est prévu pour le débat. Et nous aurons un autre militant qui s'appelle Alejo Beltrán, qui est le coordinateur du mouvement Izquierda Unida, la gauche unie, qui est le coordinateur en France et qui travaille sur Montpellier maintenant depuis quelques années. Donc ils nous rejoindront cet après-midi pour animer ce débat. Voilà un petit peu le cadre. Je tiens à remercier particulièrement la mairie de Grabel pour le concours et l'appui logistique qu'elle apporte à notre fête chaque année à travers le prêt de matériel.
d'hiver, à travers l'apéritif que nous allons pouvoir prendre ensemble dans quelques minutes, parce que sans ce soutien-là, il serait difficile de continuer à faire vivre cette initiative qui est toujours bon, un moment à la fois de partage, de convivialité, et puis surtout d'échange sur des sujets qui peuvent nous intéresser les uns et les autres. Donc je vais immédiatement passer la parole, après ces quelques mots de bienvenue, à René Revol, maire de la commune. À toi, René. Bonjour à tous, merci Joël, bonjour à Dimitri, je n'ai pas vu depuis de longs mois, très content d'être là. Bienvenue à vous tous, aux conseillers municipaux de Grabel qui sont ici, aux représentants de quelques associations qui ne ratent jamais cet apéritif, à quelques Montpelliérains et puis aussi à Muriel Ressillier qui conduisait une liste aux élections municipales de Montpellier que j'ai soutenu activement et donc je tiens à remercier de sa présence. Et quelques mots ici pour vous dire d'abord une anecdote. Lors de l'inauguration de la maison commune, il y avait la foire aux associations et il y a un grabellois de gauche qui vient me voir, il me saute dessus quand j'arrive et qui me dit « Mais pourquoi vous avez autorisé les sarkozystes à tenir un stand ?» Alors là j'étais scié, j'ai jamais autorisé les sarkozystes à tenir un stand, qu'est-ce que c'est cette histoire? Montrez-moi où est ce stand. Et il me montre le stand de l'association de la fête de la République. Avec la petite affiche que vous avez vue à l'entrée, avec le bonnet phrygien, tout ça. Et naturellement, pour lui, alors naturellement, il s'est excusé platement, mais ça donne à réfléchir. Ouais. Ça donne à réfléchir parce qu'il y a eu un vol, un hold-up, qui a été réalisé par Sarkozy, en appelant son parti les Républicains. Et en m'exprimant ainsi, j'exprime pas simplement le point de vue des gens qui partagent mes idées politiques. Je peux vous dire que c'est le point de vue de beaucoup de gens en France, y compris de droite, qui n'acceptent pas ça. Car la République est un bien commun. Et il ne peut pas être approprié par un parti à des fins qui lui sont propres. Et donc, cette appropriation des mots, on l'a déjà vécu avec d'autres mots, hein, la remarque a souvent été faite de ce point de vue. Elle a été faite à une époque par Nizan, en disant que les mots socialisme, communisme, démocratie étaient réutilisés par certains pour les vider de leur contenu, et que par là même, les opprimés se trouvaient sans drapeau ou avec un drapeau souillé qui par là même leur donnait de la difficulté dans leur lutte. Donc, une de nos tâches est de sauver ces mots, de les remettre dans leur véritable valeur, leur véritable fondement. Et donc il y a un travail à faire, et c'est le travail que fait l'Association pour la fête de la République. Juste une correction, Joël, c'est la 16e édition. Car ça a commencé en 2000 sous la pluie, d'accord? En 2001, il y avait un sénateur peu connu à l'époque qui était venu faire une conférence ici qui s'appelait Jean-Luc Mélenchon. Et puis en 2002, il y en a eu une députée européenne, 2003, etc., 2004, ainsi de suite. Donc cette association, et avec toi, je rends hommage à Nicole Bellard, qui a été à l'origine de cette initiative, qui se perdure aujourd'hui, et dont l'objectif est de retrouver le sens des mots. Certains ont dit la fête de la République de Grabel, c'est la fête du parti de gauche. Mais c'est normal, il y a des gens méchants, il y en a partout, il ne faut pas vous offenser, d'accord? C'est pas la fête du parti de gauche. C'est un moment de travail dans lequel les gens du parti de gauche, que je connais bien, jouent leur rôle pour essayer de retrouver la valeur fondatrice de ce qu'est la République. Et de ce point de vue, il faut quand même rappeler les choses. Quelqu'un au marché tout à l'heure, je lui ai dit je vais à la fête de la République, et il me dit pourquoi la fête de la République en septembre? Donc je le rappelle, la première fois que la République a été créée en France, c'est le 22 septembre 1792. Le lendemain de la victoire de Valmy sur toutes les forces réactionnaires du continent, d'accord, par une levée en masse du peuple, et la première fois qu'on a utilisé le mot République, c'est le 22 octobre 1792. Et comme on le rappelait d'ailleurs le 14 juillet dernier, lors de la manifestation du 14 juillet, le 14 juillet n'est pas la fête de la République, le 14 juillet est la fête de la nation. Et c'est la fête nationale.
celle qui a été établie pour la première fois en 1890, en mémoire de la fête de la Fédération du 14 juillet 1790. Et elle donne un sens politique à la nation française sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Mais la République, il n'y a pas de fête de la République officielle. Mais la République est née le 22 septembre 1792. Et comme on l'a rappelé d'ailleurs le 14 juillet, le même jour, le 22 septembre 1792, il y a une loi qui a fait pour la première fois l'état civil n'était plus géré par les paroisses, mais était obligatoirement transféré dans les communes. Et cette loi du 22 septembre 1792 est très intéressante à lire parce qu'elle reprend intégralement les textes qu'avait fait voter Mirabeau le 11 septembre 1789 et le 14 décembre 1789, textes dans lesquels la commune est désignée comme l'institution de base de la démocratie et en 92 de la République, et que la libre administration des communes par le vote libre des citoyens est écrite noir sur blanc. Ce qui est d'une formidable actualité aujourd'hui, où des réformes territoriales, en concentrant les pouvoirs dans des métropoles et dans des grandes régions éloignées des gens, fait disparaître ce fondement même qu'est de la République, la liberté communale. Donc on voit que ce jour du 22 septembre 1792 n'est pas neutre, il est très important. Et il établit la République. Depuis, elle a été remise en cause, elle s'est modifiée, mais il faut bien voir, et il faut expliquer que, comme beaucoup d'auteurs l'ont expliqué, je ne vais pas tous les citer, que la République n'est pas un état de la situation. La République n'est pas une institution donnée qu'il s'agirait de conserver. La République est un projet émancipateur. Et par là même, il appelle des développements, il est toujours en action, toujours lié, finalement, à la revendication des opprimés. Et comme l'expliquent beaucoup de gens depuis Jaurès, la République n'est pas un régime neutre. Ce n'est pas un régime dans lequel on peut choisir dans les différents ingrédients. Il y a un contenu extrêmement important dans la République. Son contenu, c'est le fait que la res publica, l'intérêt commun, passe avant l'intérêt privé et particulier. Et que chaque époque est amenée à juger de la meilleure manière à pouvoir défendre l'intérêt commun contre les intérêts privés. Et ce principe-là est un principe émancipateur qui fait que vous pouvez vous adresser au peuple entier et que vous n'avez pas besoin de distinguer un peuple qui serait un peuple de gauche d'un autre peuple qui serait un peuple de droite. C'est des termes que je n'utilise jamais personnellement parce que je considère que le peuple est unique et que vous pouvez vous adresser même à la personne qui vous paraît la plus hostile en vous appuyant sur ce principe républicain qui vous permet d'aborder toutes les questions possibles avec eux. Et c'est ainsi que nous pouvons trouver la voix de la majorité du peuple. Et de ce point de vue, il y a plein de petites choses intéressantes à donner. En 1792, ça c'est le mois suivant, un des principes qui a servi à la constitution de la Convention, c'était le fait que l'on acceptait les étrangers opprimés dans leur pays et qu'ils avaient automatiquement la citoyenneté française. Car la France ne se définit pas par le peuple, l'ethnie qui la constitue. La France comme nation se définit par la République, par les principes qui l'animent, et qu'elle a à partir de là une portée universelle. Alors que nous venons, que nous sommes en train de vivre cette question des migrants qui traversent l'Europe et qui fuient la barbarie, la guerre, l'oppression, il est utile ici, et depuis le début du mois que ce problème est posé, je me suis dit qu'il fallait que j'aborde cette question à la fête de la République, de rappeler que l'un des fondements de la République, l'un des fondements même des libertés, c'est le droit d'asile. C'est le droit d'asile. La République de Sienne, au XVe siècle, a établi, la ville de Sienne en Italie, a établi le principe du droit d'asile, et les républicains se définissaient à l'époque par le fait qu'ils acceptaient les citoyens d'autres cités si ces citoyens étaient opprimés dans leur cité pour une quelconque raison. Il en va de même dans les démocraties contemporaines. Et donc, aujourd'hui, on a affaire à des remarques ahurissantes parce que la France va accueillir 24 000 réfugiés.
Mais jusqu'à nouvel ordre, il y a 36 000 communes. Ça ne vous en fait même pas un par commune. De quoi avez-vous peur? De votre ombre? De quoi avez-vous peur? Et d'ailleurs, aujourd'hui, à Grabel, il y a, depuis de longues années, 9 réfugiés qui nous sont signalés, parce qu'en tant qu'officier d'état civil, la gendarmerie doit m'informer. Des gens d'ailleurs que vous croisez, que vous ne connaissez pas, qui sont à la sortie de l'école, qui sont ingénieurs, ceci ou cela, qui travaillent chez nous, qui viennent d'Iran ou d'ailleurs et qui à un moment donné ont été menacés dans leur pays, soit pour leur conviction philosophique ou religieuse, soit pour leur sexe, soit pour finalement les opinions qu'ils ont exprimées. Eh bien voilà, ils bénéficient du droit qui doit exister dans toute nation de l'Union européenne, parce que c'est une des conditions de l'accès à l'Union européenne. C'est le fait que vous ayez ce droit d'asile. D'ailleurs, un sociologue qui faisait partie de l'aile gauche du Parti travailliste, et en ces temps, gloire à l'aile gauche du Parti travailliste, qui vient de balayer de manière exemplaire le reste le socio-libéral du Parti travailliste, Thomas Humphrey Marshall, en 1946, disait « Une vraie république, c'est celle qui assoit à la fois la citoyenneté civile, c'est-à-dire les libertés publiques, la citoyenneté politique, c'est-à-dire la possibilité d'élire et de révoquer librement tous ses dirigeants, et la citoyenneté sociale qui fait que nous marchons à une plus grande égalité, à une moindre inégalité entre les membres de la cité, sans lesquels il ne pourrait y avoir ni liberté civile, ni liberté politique, ni citoyenneté politique. » Et dans la citoyenneté civile, Marshall cite cette chose, le droit d'asile. Donc, ici, il faut que nous rappelions ça. Nous ne remettons pas en cause le droit d'asile. Et j'ai vu dans les propositions qui ont été faites par certaines forces politiques la remise en cause du droit d'asile en utilisant la peur légitime que peuvent avoir les gens devant un afflux d'immigrants comme ça et qui les amène à réagir de manière anormale. Eh bien nous, à partir des convictions de la République, il faut se retourner et dire à ces gens, à toute cette population, ce que c'est exactement le droit d'asile. Et ne pas abandonner ce fondement même de la République qui a été fait en 1792. Mais il y a plein d'autres événements quotidiens, parce qu'à partir du moment où vous dites la République a pour objectif de défendre l'intérêt général, vous devez établir un service public dans lequel les personnes qui sont, disons, au service de ce service public puissent présenter des garanties de compétence, de neutralité. Et c'est parce qu'elles présentent ces garanties de compétence et de neutralité qu'elles ont des formes de recrutement qui sont séparées de la sphère privée. Et c'est ce qu'on appelle les fonctionnaires. Et de ce point de vue, il n'y a pas de république s'il n'y a pas de fonctionnaires avec un statut qui les protège des pressions que pourrait faire leur employeur et qui pourrait les virer s'ils n'étaient pas d'accord. Donc le statut des fonctionnaires et la garantie d'emploi des fonctionnaires, ce n'est pas un privilège, c'est complètement lié même au caractère de la République. Une République sans fonctionnaires, c'est une République bananière, c'est une République soumise au pouvoir de l'argent. Donc il faut que nous prenions cela. Il va y avoir des occasions multiples. Et, une campagne électorale qui vient, d'autres manifestations. La manifestation qu'on va faire ici à Grabel sur la laïcité début décembre pour les 110 ans de la loi. Il y a plein d'occasions. Ne cédons pas. Soulevons le drapeau de la République, défendons ses valeurs, parce que je suis certain qu'en ayant ce discours de vérité, ce discours qui va au fondement de la République, eh ben vous trouverez les moyens de faire que nos citoyens redressent la tête avec nous et que nous, par là même, nous fassions que ce projet républicain soit encore plus réalisé qu'aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous invite à l'apéritif. Démarrer sans plus tarder ce débat. Comme nous l'avions fait il y a 2 ans en abordant la question de la situation en Amérique du Sud à la lumière des révolutions citoyennes qui ont eu cours dans un certain nombre de pays de ce continent, cette année, et notre choix est lié bien évidemment à l'actualité, nous allons évoquer la question de l'Europe qui est au cœur de l'actualité, à la fois à travers la question de l'accueil des réfugiés, des migrants, mais à travers des choix politiques et notamment
sur la question des stratégies à discuter et à mettre en place pour sortir de la logique des politiques d'austérité imposées par l'Union européenne depuis quelques années maintenant à l'ensemble des peuples d'Europe. Et nous avons tous accueilli avec un grand enthousiasme la victoire du parti Syriza en Grèce lors des élections législatives du 25 janvier de cette année. Et nous avons accueilli aussi avec enthousiasme le résultat du référendum du 5 juillet, donc quelques mois plus tard. Mais en revanche, on a été un certain nombre, je pense, ici et de manière beaucoup plus large, à recevoir comme une douche froide l'acceptation par le gouvernement, par Alexis Tsipras, du mémorandum, du nouveau plan d'austérité imposé par la Troïka, la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne et le FMI. Donc, il nous a semblé, parce que cette situation-là pose débat et nous pose, et à nous, militants qui nous réclamons de la République, quand je dis de la République sociale, en ce qu'elle peut porter de valeurs progressistes, de valeurs sociales, de valeurs d'émancipation, de valeurs de souveraineté nationale aussi, parce que je crois qu'un des aspects de ce débat s'agissant de la Grèce, et on aura l'occasion d'y revenir dans le débat, c'est bien aussi la question de la souveraineté et de son respect, ou plutôt de l'écrasement de la démocratie, puisque on s'est aperçu qu'un peuple souverain ne pouvait plus décider et que d'autres forces supranationales tendaient à imposer leur propre point de vue, leur propre logique, leur propre système, au mépris du vote répété à plusieurs reprises du peuple. Voilà, donc une des parties du débat sera consacrée à la situation en Grèce, et puis également à la situation en Espagne, parce que quand je parlais d'espoir tout à l'heure à travers la victoire électorale de Syriza, je souligne bien évidemment aussi avec quel enthousiasme et quel espoir nous avons accueilli l'élection à la tête de villes aussi importantes que Barcelone ou Madrid, de l'élection de maires se plaçant ouvertement en rupture avec les politiques d'austérité qui ont fait tant de dégâts sociaux à l'échelle de l'Espagne. Voilà, donc je vais vous présenter nos invités, pardon. Donc à ma gauche, Alejo Baltran, qui est coordinateur d'Izquierda Unida en France, qui travaille sur Montpellier. Dimitri Makrijanis, qui était militant de Syriza, qui a contribué à la construction de Syriza en France ces derniers mois, et qui est aujourd'hui, qui intervient en tant que sympathisant de l'Unité populaire, puisque si vous suivez un petit peu l'actualité en Grèce, il ne vous a pas échappé que le mouvement Syriza, suite aux événements que je viens d'évoquer, a connu durant l'été une scission qui a vu le départ d'un certain nombre de ses militants, de ses cadres, de ses députés. Et donc, nouveau mouvement issu de cette scission s'est constitué, il s'appelle l'Unité populaire, et Dimitri intervient aujourd'hui comme sympathisant de ce mouvement. Alors, je tiens à excuser la troisième personne qui était prévue pour intervenir cet après-midi, qui était François Rodriguez. François Rodriguez est membre et un des animateurs du cercle Podemos de Montpellier. Il vient de m'appeler il y a 1 heure au moment du repas pour me signaler qu'il avait un empêchement et qu'il ne pourrait donc être parmi nous cet après-midi. Donc j'ai demandé à Franck Plana, qui est à droite, d'intervenir. Alors, il exprimera un point de vue de militant de Podemos, puisque Franck a la double nationalité franco-espagnole et il est militant de Podemos. Alors évidemment, il n'exprimera pas là le point de vue de l'organisation Podemos, mais le témoignage, la contribution, le point de vue, l'analyse, la réflexion d'un militant de Podemos par rapport à la situation en Espagne, à la veille d'élections qui sont prévues à la fin de l'année, des élections législatives
qui sont aussi importantes par rapport à la réflexion, au combat qui est le nôtre à l'échelle de l'Europe. Voilà, donc un certain nombre de questions se posent. Vous voulez poser par rapport à la Grèce, par rapport à l'Espagne, par rapport à la France, parce que bon, tout le monde comprend bien aujourd'hui qu'il ne saurait exister de réponse hexagonale à la crise que traverse l'Europe et que nous avons intérêt à réfléchir ensemble à des stratégies communes, même si bien évidemment il y a des particularités nationales qui ont toute leur importance dans le débat politique et qu'il faut évidemment prendre en compte, mais il y a aussi certainement des convergences à construire, une vision commune à essayer de construire, notamment, bon, vous l'avez vu parce que c'est une initiative, une perspective politique qui a été lancée après ce qui s'est passé en Grèce cet été, c'est la question d'un plan B, c'est-à-dire d'un plan de sortie de l'Union européenne. Dans quelles conditions? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est sérieux comme perspective? Comment? Il y a des économistes qui ont écrit, se sont positionnés, ont exprimé des analyses, des points de vue sur cette question-là. Donc une réflexion est en cours en lien avec ce qui s'est passé en Grèce. Et notre souhait profond, c'est que le débat d'aujourd'hui permette de clarifier des choses, permette d'avancer précisément dans cette voie au compte du renforcement de l'alternative sociale, progressiste, écologiste, qui est plus que jamais nécessaire face à l'impasse où nous conduisent les politiques d'austérité à l'échelle du continent. Voilà, donc je vais passer la parole au premier qui veut la prendre, soit Dimitri, soit Alejo, comme vous voulez. Il n'y a pas d'ordre protocolaire ici, donc c'est au bon vouloir. Dimitri, tu veux bien démarrer? Je te passe la parole. Bonjour. Oui. Donc, un petit mot avant de lancer le débat. Je voudrais, pour commencer, essayer de vous décrire qu'est-ce qui se cache derrière ce mot crise qu'on utilise tout le temps, en fait, et quelquefois qu'on n'a peut-être pas l'occasion de sentir ou saisir. 2-3 exemples de la vie quotidienne de gens de tous les jours, de gens comme nous. Qu'est-ce que c'est que vivre dans un pays donc en crise? Je n'ai pas trouvé de mot encore qui pourrait remplacer ce mot. C'est quand on est au chômage et qu'on a travaillé toute sa vie, quel que soit son âge, qu'on a travaillé dans n'importe quelle profession, qu'on soit dans une profession libérale, qu'on soit dans un petit commerçant, qu'on soit un salarié. Eh bien, le chômage, c'est 1 an d'indemnité à 400 €. Et à la fin de ces 1 an, c'est plus rien. Plus d'indemnité, plus de sécurité sociale, plus rien. 1 an, c'est pas beaucoup. 1 an dans une famille, lorsqu'on a les 2 parents qui sont au chômage et qu'il n'y a plus rien pour vous aider, il y a juste les amis, les copains, la famille, les parents pour vous aider. C'est très difficile, surtout lorsque vos enfants tombent malades et que vous ne pouvez pas vous payer les médicaments parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale. C'est ça, la crise, on va dire, sanitaire, vécue aujourd'hui par 1/3 des Grecs. 3 millions de gens qui n'ont pas de sécurité sociale, pas d'indemnité au chômage, rien. C'est aller dans un dispensaire, parce qu'on ne peut plus aller dans un hôpital public, et faire la queue des heures entières pour voir un médecin. Et malheureusement, selon le type de maladie que vous avez, grosse difficulté à trouver des médicaments, et n'en parlons pas éventuellement de cas de chirurgie qui sont très possibles. C'est déjà difficile en France lorsqu'on a besoin de changer ses lunettes ou faire des soins dentaires. Vous imaginez que quand on n'a plus de sécurité sociale, qu'est-ce que ça peut faire dans un pays en si grande crise? La deuxième chose, les rapports sociaux, bien sûr, très changés, puisque là j'entends parler en France de possibilités de... J'ai mal aux yeux, je m'excuse parce que j'ai le soleil. On va revoir le droit social. Mais en Grèce, il n'y en a plus de droit social, c'est clair au moins. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les conventions collectives ont disparu. Et maintenant, c'est le salarié face à son patron. Alors je vais vous donner un exemple concret qui me touche parfaitement, puisque c'est quelqu'un de ma famille, qui travaille pour 45 heures par semaine, pour 400 € par mois, sans vacances, aucune semaine de vacances, toute l'année. Et la réponse de l'employeur, c'est ça ou c'est la porte.
Parce que derrière, j'ai 10 personnes qui veulent bien travailler pour 400 euros. Ça, ce sont les nouvelles conventions, entre guillemets, collectives d'un pays en crise. Un pays qui se trouve dans l'Union européenne, un pays qui se trouve au XXe siècle, au XXIe maintenant. Donc, vous voyez en quoi c'est ça la crise. Ce sont deux exemples parmi d'autres, qui seront bien plus, on pourra développer plus tard. Mais voilà, j'aimerais vous faire comprendre que la crise, ce n'est pas simplement des chiffres et des mots, ce sont des choses concrètes, de la vie concrète, de gens comme vous et moi, qui subissent ça tous les jours. Alors évidemment, et après, derrière ce mot crise, il y a des chiffres macroéconomiques, il y a des choses. La dette, par exemple. Alors on nous a dit la dette grecque est énorme, tout ça. C'est vrai que la dette est énorme. Mais la dette grecque, elle vient de beaucoup de choses. D'abord, d'une part, je ne suis pas un professeur d'économie, c'est sûr, mais je vais vous dire une chose, qu'un pays qui s'endette, c'est aussi un pays qui vit, quoi. Parce qu'on s'endette pour de bonnes raisons, quelquefois. Hein. On va construire des écoles, on va construire des infrastructures qui vont servir à plusieurs générations. Donc il faut arrêter aussi de mettre ce tabou derrière le mot dette, à croire qu'on vivrait heureux sans plus aucune dette. Autrement dit, c'est sûr que si on ne construit pas d'école, on n'améliore pas le quotidien de sa population, on n'aura pas de dette, mais on n'aura rien du tout. Après, effectivement, on peut se poser la question du contenu de cette dette. Lorsque pour la dette grecque, elle vient en grande partie, d'une part, à la suite de la dictature, d'une explosion de cette dette due à la dictature, parce que lorsque on est dans un pays de dictature, vous pensez bien que l'argent ne sert pas forcément à construire des écoles, mais à imposer la dictature. Ensuite, quand la dette sert au clientélisme, sans aucun doute, les deux grands partis qui ont gouverné la Grèce pendant des décennies se sont servis de l'argent public pour asseoir leur présence politique, par diverses raisons. Et la troisième chose, qui est aussi un gros pilier du problème de la dette, c'est lorsque ceux qui peuvent payer des impôts ne les payent pas. C'est ce qu'on a l'occasion de dire souvent, c'est l'évasion fiscale, c'est un grand mot, mais l'évasion fiscale c'est quoi? C'est quand tous ceux qui peuvent s'exonérer de l'impôt le font. Bon, mais quand vous ajoutez ces trois facteurs, vous arrivez forcément à un taux d'endettement incroyablement lourd pour un pays où ne peuvent payer que les salariés. Parce qu'en Grèce, les salariés payent leur impôt puisqu'il est prélevé à la source. Et il n'y a que les professions libérales et ceux qui peuvent et qui ont les moyens de se soustraire à l'impôt qui ne le font pas. Et puis il y a une troisième chose qui est arrivée en 2009, c'est la spéculation. C'est-à-dire, on va dire, pour dire gros, l'attaque par les marchés financiers du système financier grec. C'est-à-dire que lorsqu'on fait payer à un État 6-7% un taux de l'argent alors qu'on l'a gagné entre guillemets à 1 ou 2, et qu'ensuite on voit qu'au fur et à mesure on augmente jusqu'à arriver à des taux de 10-12% pour un pays, évidemment on arrive à la catastrophe. C'est ce qui s'est passé aussi en Grèce. Tous ces facteurs conjugués ont fait qu'on est arrivé dans cette situation-là. Je ne mets pas de côté qu'il peut y avoir des problèmes grecs. Je ne suis pas là pour dire tout le problème est ailleurs. Il y a bien sûr, comme dans tous les pays, des choses à changer. Mais le véritable problème de la dette grecque et de la crise grecque, il est en grande partie dans ces choses que je viens de vous dire. Alors après, on va parler justement de la légitimité de cette dette. Ce qui est très important. Parce qu'effectivement, à un moment donné, on a un gros fardeau de dette, on peut dire, de toute façon, cette dette-là, il va falloir finir par la payer. Bien non, on peut ne pas la payer. Quand cette dette, justement, elle a servi à la dictature, lorsque cette dette-là, elle a servi à la corruption, lorsque cette dette, elle est arrivée du fait que des gens n'ont pas payé leur impôt parce qu'ils ont fait en sorte illégalement de ne pas le payer, on peut décider que cette dette était légitime. Alors on ne décide pas ça tout seul. On fait ce que les Grecs ont fait encore il y a quelques mois, c'est-à-dire créer une commission, faire venir des gens qui sont des étrangers, pas forcément des Grecs, qui ont une légitimité internationale, qui consultent, qui vérifient, qui travaillent, ce qu'a fait la commission de la dette publique grecque pendant des mois, et qui ensuite, grâce, je dirais, à des arguments juridiques valables, connus, reconnus internationalement, c'est pas simplement les Grecs qui vont vous dire « moi je peux payer ma dette ». Non, ce sont des arguments valables, dire qu'une partie de cette dette, elle est illégitime et odieuse. Autrement dit, on ne doit pas la rembourser. Ça fait partie des choses qui doivent être mises dans le débat. Et qu'auraient dû mettre dans le débat, d'ailleurs, les dirigeants grecs, il y a quelques mois, au moment des négociations avec l'Union européenne. Chose qu'ils n'ont pas faite. Ensuite, je déroule un petit peu tout ça assez rapidement. On pourra en revenir tous sur ces points au moment du débat. Je vais essayer d'être le plus rapide possible pour tout ça. Après, on m'a posé la question de savoir qu'est-ce que le gouvernement grec a fait depuis le mois de janvier, le nouveau gouvernement grec, par rapport aux
programme qu'il a été élu en mois de janvier. Ce qu'on appelle, nous, le programme de Thessalonique. Le programme de Thessalonique, il avait plusieurs piliers, et qui étaient en fait des piliers importants par rapport à la situation, et notamment un pilier humanitaire. Ce pilier humanitaire, il a été en partie mis en place. C'est-à-dire quoi? C'est redonner de l'électricité à ceux qui ne l'avaient pas, permettre aux chômeurs de pouvoir se transporter plus facilement dans les transports publics en leur faisant pas payer le transport. Bref, vraiment des choses, apporter des soins plus faciles à ceux qui n'en avaient pas. C'est un programme qui a été évalué à 200 millions d'euros. 200 millions d'euros, quand vous comparez au montant de remboursement de la dette grecque sur une année, il est peanuts. Et ce programme humanitaire, en fait, il n'a pas pratiquement été en place. Pourquoi? Parce que les autorités européennes qui fournissent l'argent, malheureusement, à l'État grec depuis un bien nombre d'années, n'ont même pas daigné accepter ce petit programme humanitaire qui permettrait un peu de soulager la population. Donc, bon an, mal an, tout le programme de Syriza depuis le mois de janvier, quasiment dans l'espace de ces 6 mois, n'a pas pu être mis en place à cause des discussions éternelles et sempiternelles qu'ils ont eues avec l'Union européenne, et qui a finalement occulté tout le reste du débat politique et de la mise en place de ce programme. Donc, pour continuer par rapport au timing, ce qui s'est passé, donc, vous l'avez entendu et vous l'avez vu durant ces quelques mois, il y a eu donc une négociation avec l'Union européenne qui a abouti à une proposition de la Troïka que Alexis Tsipras, donc l'ancien Premier ministre, qui est maintenant de nouveau, a décidé de mettre aux voix, c'est-à-dire à proposer un référendum. Les Grecs ont décidé au mois de juillet de refuser cette disposition. Et c'est là que les choses ont très vite basculé. À l'issue de ce référendum, il y a eu encore quelques jours de négociations, et tout le monde, y compris les gens qui sont membres de Syriza, on pensait que dans cette négociation, on allait arriver à une situation de blocage, parce que à partir du moment où le gouvernement vient avec un mandat populaire pour négocier quelque chose de différent, on arrive, d'autant que Syriza, le groupe parlementaire, les députés, en majorité, notamment le comité central du parti, avait décidé de voter contre cette proposition. Le gouvernement grec, et autrement dit le Premier ministre et quelques de ses ministres, ont décidé finalement d'accepter et de prendre sur eux, la responsabilité de prendre et d'accepter de signer un mémorandum, enfin une déclaration, au départ cette déclaration, qui prenait en compte en fait quasiment tout ce qu'avait refusé le peuple grec quelques semaines avant, et qui avait même rajouté un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce document? Alors dans ce document, il y a beaucoup de choses, 12 pages, on pourra en reparler, mais il y a des choses importantes et des choses moins. Bon, enfin, quoi que tout soit important. Mais à mon avis, la chose la plus importante, qui a été signée et acceptée par le gouvernement grec, c'est de dire qu'en fait, quasiment plus rien de ce qui se décidera en Grèce, quand je dis plus rien, c'est vraiment plus rien, ne sera fait sans l'accord préalable de la Troïka. Et même les choses qui pourraient être mises en débat, c'est clairement exprimé et écrit comme ça dans le document, ne peuvent être mises en débat qu'avec l'accord de la Troïka. Autrement dit, une perte de souveraineté totale de la part du gouvernement grec. Et ça a été signé donc par le Premier ministre juste après ce référendum. Donc vous pouvez imaginer qu'à l'issue de... Ensuite, c'est enchaîné un timing infernal, puisqu'il a fallu... Il y avait quelques jours pour voter un certain nombre de lois, des lois qui, de la même manière que ça s'était passé quelques mois avant, ont été présentées au Parlement pour être votées dans les 48 heures. Des lois de 1000 pages, en 3 articles. Je veux dire, c'est quelque chose d'impensable, quoi. Personne, même concrètement, ne peut lire 1000 pages, débattre et décider. Bref, du coup, ça a créé une scission de la part d'un certain nombre de députés de Syriza qui ont refusé, et qui ont voté contre d'ailleurs, ce document. Ça a donc mis le gouvernement grec de l'époque dans l'impuissance, enfin dans l'instabilité, puisqu'il n'avait plus la majorité absolue, ce qui a conduit donc Alexis Tsipras à prendre la décision de démissionner, et donc, par la chose... donc, le président de la République grecque a été obligé de, après quelques jours à essayer de reformer un gouvernement, a été obligé d'appeler aux élections législatives.
En sont venus donc les... Alors donc, entre-temps, une partie du parti Syriza a fait scission. Ça a duré très peu de temps, hein, il y a un mois. Donc vous imaginez que reconstruire une organisation politique en un mois, c'est extrêmement difficile. D'autant qu'on est dans une période d'été, on est dans une période médiatique où il ne se passe rien. Bref, et une campagne électorale éclair. Alors au début de la campagne, on avait un peu d'espoir. Quand je dis on, c'est la nouvelle organisation, Unité Populaire. Pourquoi? Parce que bon, on pouvait espérer. Mais au fur et à mesure du débat, on s'est bien aperçu que le débat était tronqué, puisque en fait, on laissait aux Grecs peu de choix. On leur laissait le choix A, que c'était la droite, et avec le mémorandum, et on leur laissait le choix B, Syriza nouveau, avec le mémorandum. Eh bien, le résultat, c'est que les Grecs, une grande partie, se sont abstenus, ne sont pas allés voter. C'est le premier taux d'abstention le plus important depuis l'avènement de la démocratie en 1974, puisqu'il y a plus de 45% de gens qui ne sont pas déplacés. Et ceux qui se sont déplacés ont voté à une courte petite, pas majorité, parce que ce n'est pas une majorité réelle, c'est une majorité relative pour Syriza. Derrière Nouvelle Démocratie. À mon avis, ce n'est pas la victoire de la démocratie, ce vote. Pourquoi? Parce que lorsqu'on analyse, je le disais tout à l'heure aux personnes qui étaient avec moi à table, lorsqu'on analyse le scrutin, on s'aperçoit qu'il y a certains bureaux de vote, notamment les bureaux de vote les plus populaires, notamment dans la ville du Pirée, des gens de participation dans certains bureaux de vote est de 2%. Donc on ne peut pas estimer qu'avec 2% de gens qui se présentent dans certains bureaux, la démocratie, elle est vraiment à gagner. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fait, il y a eu on va dire une mobilisation à droite. Pourquoi? Parce que dans les dernières semaines de la campagne, il y a eu un espoir pour les gens de droite de voir la Nouvelle Démocratie revenir au pouvoir, puisqu'ils étaient au coude à coude. Donc je pense qu'il y a une mobilisation de l'électorat de droite qui a fait monter le taux de participation, et il y a eu une complète démobilisation du peuple de gauche, si on peut dire, des gens qui avaient un espoir sur Syriza. Voilà, donc voilà où on en est encore de la situation politique. Syriza donc a repris le gouvernement Syriza est revenu au pouvoir. Il est clair que ce que vient nous annoncer le Premier ministre hier, c'est le mémorandum, rien que le mémorandum, c'est-à-dire on va appliquer strictement ce que nous avons signé, avec seule réponse par rapport au fait pourquoi vous signez ça. La seule réponse, c'est on a l'espoir de pouvoir renégocier la dette grecque courant octobre. Voilà. C'est le seul espoir qu'a encore le gouvernement Syriza dans cette négociation. Alors évidemment, on va pouvoir se poser plein de questions par rapport comment ça s'est passé la négociation, quelles ont été les pressions qui ont été exercées sur la Grèce par rapport à l'Union européenne, quel a été le rôle de la Banque centrale. Il a été central, c'est un jeu de mots, mais ça a été... La Banque centrale n'a pas été indépendante dans cette période-là. Elle a été absolument un outil de l'ensemble des gouvernements européens. Donc, quand on nous parle d'un système bancaire indépendant, là, on voit bien que concrètement, il ne l'était pas. Ça pose la question de savoir, est-ce qu'on peut faire évoluer les politiques européennes? Est-ce qu'on peut avoir un pays a le droit d'avoir un choix différent des autres dans cette Union européenne? Je pense qu'on peut avoir cette question, on va pouvoir en débattre ensemble. Là, on voit concrètement en Grèce que la réalité des faits, c'est pas que lorsqu'un peuple se prononce pour un changement de politique radical, eh bien, tout est fait pour l'empêcher d'exercer cette nouvelle chance, cette nouvelle politique. On le voit bien. Alors après, on peut dire, ouais, mais c'est parce que le gouvernement grec s'y est mal pris. Enfin, je sais pas, mais il y a quand même un facteur extérieur qui fait qu'on voit bien qu'il y a une pression énorme qui s'est exercée. Alors après, qu'est-ce que va être l'avenir? On n'en sait rien. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que les mesures qui vont arriver là vont être d'une brutalité extrême, sachant que, au bas mot, les salariés vont se retrouver sans rien, mais plus rien, pour pouvoir, entre guillemets, se battre face à ceux qui les emploient, puisque les conventions collectives resteront annulées. Il n'y aura aucun droit social. Le taux de TVA va exploser, puisque le taux de TVA, par exemple, de l'électricité va passer à un taux exorbitant, plus de 13%.
des choses qui sont, je pourrais vous donner la liste de ce qui va se passer là, dans lesquelles les retraites devront être de nouveau baissées. Alors le gouvernement grec promet que ça sera sur les plus hautes retraites, au-delà de 1 500 €. Mais on ne croit plus rien. Quand vous avez déjà subi, parce qu'ils ont déjà subi au mois de juillet, une baisse de 2% les retraites, les petites retraites. Alors quand vous avez 340 € de retraite et qu'on vous enlève encore 5, 10, 15 €, c'est comme si on vous arrachait la tête, quoi, parce que ça fait beaucoup d'argent. Alors voilà, beaucoup de choses vont arriver. Je pense que la situation n'est pas finie. La dette grecque ne sera pas... le problème grec, comme on l'a dit, entendu tout régulièrement par les différents hommes politiques français, ne sera pas résolu. Et enfin, pour terminer, moi j'aimerais aussi qu'on aborde dans le débat quel a été le rôle du gouvernement français, qui à mon avis a un rôle central, parce que la France n'est pas n'importe quel pays dans l'Union européenne, elle a du poids, sauf si on décide de ne pas en avoir, sauf si on décide de baisser la tête, de courber les chines et accepter tout d'une autre ou d'un autre. Moi je pense que c'est en ça que nous, Français, je me sens français puisque j'ai les deux nationalités, je me sens responsable aussi de ce qui se passe en Grèce, et on doit pouvoir se sentir aussi de responsable de ce qui se passe en Grèce et en Espagne aussi, parce que nos gouvernants, qu'on a choisis ou qu'on n'a pas choisis, sont responsables aussi de ce qui se passe. Voilà. Merci Dimitri. Donc je passe tout de suite la parole à Alejo. Merci. Bon, d'abord vous remercier de nous avoir invités aujourd'hui pour passer l'après-midi ensemble. Moi, je vais rejoindre un peu les paroles de mon camarade maintenant de l'Unité populaire, Dimitri. Je voudrais centrer l'intervention dans deux sujets. L'un, c'est les cadres sociaux et économiques dans lesquels on se trouve, en Europe, en Espagne notamment, et puis après la prise du pouvoir. Je pense que quelquefois, on est un peu perdu quand on ne sait pas à quoi choisir, on ne sait pas comment voir si c'est positif ou pas certaines décisions politiques de tel ou tel parti. Et c'est parce qu'on n'a pas clarifié ce qu'on veut. On veut une rupture démocratique, vraiment, ou on veut la continuité. Parce qu'on ne peut pas tout y avoir. Et on veut occuper la place que les partis qui se sont dit social-démocrates en Europe ont laissé. On veut construire une nouvelle société. Parce qu'on ne peut pas avoir tous les deux. On veut la continuité de ces partis socialistes qu'au cours de l'histoire, on a plein d'exemples, on pourrait en parler pendant des heures des exemples en Espagne, en France, au Portugal, en Grèce, le nombre de fois qu'ils nous ont trahis et le nombre de fois qu'ils ont dit non, c'est bien beau, on veut faire du social, on veut faire de l'écologie, mais attendez, mais c'est impossible dans un système capitaliste. Donc, ou bien on s'en sort, on construit on essaie de faire une économie, démocratiser l'économie, ce qu'on appelle en Espagne, ou sinon on ne pourra pas s'en sortir. C'est bien beau de dire non, on veut du social, on veut de... Mais non, mais tu ne pourras pas dans une économie capitaliste. Donc déjà ça est très clair avec ce qu'on veut. Parce que sinon après on ne peut pas choisir, on est perdu. Et d'ailleurs ça nous ramène dans ce qu'on est maintenant. Est-ce que c'est possible dans cette Union européenne qui a signé les traités de Maastricht, qui veut signer les TAFTA, qui nous impose des lois et des lois, est-ce que c'est possible d'avoir une société qui respecte l'environnement, des gouvernements qui respectent les droits sociaux et d'ailleurs les droits de l'homme? C'est possible? Je crois que non. Et est-ce qu'on veut se laisser dans les mains de... on reviendra après à ça. Alors ça nous revient aussi à des autres questions. On peut rester dans cette Union européenne dans le cadre de l'euro ou pas? C'est possible, d'ailleurs, savoir ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, est possible de le faire dans ces cadres-là ou pas? Moi, je crois que non. Donc il faudra bien se poser la question. Les gens ils disent non, on veut rester en Europe, ok, oui, on veut rester en Europe, mais avec cette Europe, on ne peut pas y rester. On ne peut pas faire ce qu'on voudrait. On ne peut pas construire une société différente.
il nous impose un autre modèle de société. Donc d'ailleurs, d'abord savoir ça. Alors, c'est pour ça que par exemple après, on s'est dit, ben, bien, mais s'il dit ça, ben, il ne peut pas faire autrement. Mais alors, on disait en Espagne que para este viaje no necesitábamos esta alforja, c'est-à-dire, pour ce voyage, on n'avait pas besoin d'avoir essayé de construire une nouvelle force, ou de savoir réunir, ou d'avoir construit de nouveaux partis politiques. On aurait pu bien rester dans les bras du PS, en Espagne, ou en Grèce, ou au PASOK. On aurait fait, voilà, ce qu'on aurait pu. Mais on ne voulait pas ça, non? Enfin, les Grecs, je pense qu'ils ne voulaient pas ça. Nous, en Espagne, on ne veut pas ça. En France, ils ne veulent pas ça. Non, non. On veut s'en sortir de ça. On veut construire une société différente. On veut transformer notre pays. Et ça, on a déjà vu que ce n'est pas possible avec le PS. Donc, on ne va pas les remplacer. On ne va pas construire des nouveaux partis ou des nouveaux rassemblements pour finalement arriver au point du parti. Enfin, du départ, pardon. Et ça, si on revient des exemples qu'on en a eu en Espagne, on l'a vu. Après, ils nous ont raconté une histoire de qu'après la dictature, c'était tout très bien passé, parce que la transition, machin, les partis socialistes qui est arrivé au pouvoir, qui a transformé les pays. Et d'ailleurs, ce président, cet ancien Premier ministre, les dernières déclarations qu'il a fait, c'est que dans la Venezuela de Maduro, il se respecte encore moins les droits humains que dans la Chili de Pinochet. Voilà l'ancien Premier ministre qui a transformé les pays, qui a remis la démocratie en Espagne. Voilà. Donc je voulais ces réflexions. Et d'ailleurs, une fois qu'on a décidé ce qu'on veut et dans les cadres qu'on veut la construire, on va parler de la prise de pouvoir. Et on va dire qu'on pourrait avoir deux modèles. Bien, on peut tomber sur une voie électorale. Bien sûr qu'il faut jouer au jeu de la démocratie bourgeoise, c'est dans les cadres qu'on y est, on ne peut pas faire autrement. Du coup, on veut jouer à ça. Mais on ne peut pas oublier les rues, on ne peut pas oublier les luttes sociales. On ne peut pas faire tomber toutes les illusions d'un pays sur la voie électorale. Finalement, sinon, même si on a le soutien du peuple derrière, après le gouvernement il peut faire n'importe quoi, comme il a fait le Premier ministre grec. Mais si on n'a pas un peuple organisé, formé derrière, qui soutient ces gouvernements, si jamais on y arrive au pouvoir, on ne va jamais s'en sortir. Donc du coup, ça ne sert à rien. En Espagne, en 2014, il y a eu la meilleure manifestation d'unité populaire qu'on en a vue, je ne sais pas combien d'années. Moi, je suis né en 85 et je n'ai jamais vu une chose pareille. Plus de 2 millions de personnes se sont rassemblées à Madrid. Plus de 2 millions de toutes les couleurs politiques, de l'arc politique, bien sûr entendu, à gauche du Parti socialiste. Des gens qui se sentaient plus ou moins de gauche, écolos, nationalistes, des fronts de lutte qui se sont rassemblés, des gens qui s'étaient plus touchés pour l'austérité au niveau de la santé publique, des services publics de santé ou de l'éducation nationale. Ils se sont rassemblés tous là-bas. À partir de ce pic, de ce moment-là, la mobilisation sociale est tombée au sous-sol en Espagne. Tant les médias, tant certains partis politiques, tant aussi la dynamique, c'est vrai, les gens étaient un peu épuisés de se manifester et d'être dans les rues, ils sont virés un petit peu sur la voie électorale. Et ça, c'est un problème. Du coup, il faut renforcer les luttes, les fronts de lutte, il faut renforcer et travailler dans ce qui était au début la base, la source de tous ces changements que, au moins au niveau municipal, on a commencé à avoir et à réussir en Espagne. Et du coup, voilà, là, on arrive un petit peu au moment de sélection municipale dans lesquelles, ils nous ont montré, ils nous ont donné, on va dire, l'unique voie, l'unique espoir parmi laquelle on a réussi, on commence à réussir en Espagne. Comment on a pris le pouvoir de ces mairies-là? Ce n'est pas des mairies n'importe lesquelles, hein. C'est Barcelone, c'est Madrid, c'est Zaragoza, c'est A Coruña, c'est Cadiz aussi, mais surtout ces 3 ou 4 grandes villes espagnoles. C'était parmi la façon de faire d'une candidature d'unité populaire.
candidature d'unité populaire, dans laquelle toutes les partis qui se disaient à peu près rupturistes, ils étaient représentés, respectés chacun dans son espace, mais ils se sont mis tous d'accord, ils ont mis tous ces efforts pour construire cette candidature d'unité populaire. Aussi avec des candidats, on va dire, blancs, soi-disant, qui ne représentaient pas plus ou moins tel ou tel parti, sinon c'était quelqu'un du consensus, on va dire. Et voilà, là, on a réussi. Donc c'est un peu la stratégie que nous, tant qu'Izquierda Unida, on veut ramener pour les législatifs. La stratégie ou la tactique d'une candidature d'unité populaire, dans laquelle chaque parti soit représenté, garde sa propre structure, mais il donne sa force de lutte pour réussir ensemble à construire un programme commun, que parmi les lendemains d'être élus, on puisse l'appliquer. Parce qu'on peut parler des choses, d'être ensemble, tout ça, mais c'est une idée, il faut la construire sur des programmes. Après, on parlera sur la façon de construire ces candidatures et tout ça. Après aussi, une façon dans laquelle il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas représentés par tel ou tel parti. Par contre, ils se sont représentés par cette candidature d'unité populaire. D'ailleurs, on l'a vu qu'on a réussi dans certaines villes, et ce qu'on voudrait, c'est de mettre en place ça pour les législatifs. Nous, tant qu'Izquierda Unida, on travaille pour cette voie. Mais après, il ne faut pas perdre les nords, on va dire, comme je disais tout à l'heure. Parce que sinon, on peut arriver au point que les camarades de Syriza, ils se sont retrouvés en Grèce. Ils prennent le pouvoir, ils arrivent au gouvernement, et à l'heure de négocier avec l'Union européenne, après d'avoir eu un peuple derrière, ils coulent, ils signent un mémorandum que du coup, nous, Izquierda Unida, nous, tant que parti, notre groupe parlementaire à l'Assemblée nationale a voté contre, clairement, contre ce mémorandum. C'est pas qu'on est contre ou pas le CIPLA, c'est pas une question de ne pas les soutenir ou pas, c'est qu'on est contre les mesures d'austérité, et du coup, ces mémorandums sont des mesures d'austérité. Donc nous, on est contre ça, on va jamais soutenir ça. Parce qu'on a les choses claires. Enfin, on veut une rupture démocratique, on ne veut pas de la continuité. Et d'ailleurs, en France, c'est peut-être une chose que voilà, ça se débat encore. Après, on ne peut pas comparer non plus, on ne peut pas extrapoler la situation concrète de chaque tel ou tel pays. En France, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais il n'a pas eu ces mouvements des indignés, il n'a pas eu cette mobilisation, ces grosses mobilisations sociales qui ont repolitisé la société espagnole. Du coup, qui ont repolitisé, bien sûr, à des couches populaires plus jeunes, qui maintenant, il reprend la politique et qui donne pas, enfin, il se remet en avant et qui essaie de transformer sa société. Nous, moi, je reste encore un peu étonné quand, ici, on ne voit pas une jeunesse politisée. Ça reste encore, les efforts de lutte se portaient sur des personnes qui ont déjà des années de lutte derrière. Du coup, on ne peut pas extrapoler exactement les choses que, par exemple, on a vécues en Espagne. Maintenant, nous, on a même si ce n'est pas la plupart, mais il y en a beaucoup de gens qui se sont repolitisés et qui ils font la politique. Enfin, pas qu'ils sont dans tel ou tel parti, mais ils sont dans sa assemblée de quartier ou dans son village. Donc, du coup, ça donne un autre, je ne sais pas comment dire en français, un autre espace de jeu, on va dire, politique. Mais par contre, enfin, il y a une chose que peut-être ici on échappe, c'est que la classe ouvrière française, le système, il les a mis dehors. Il les a mis dehors dans tous les contextes culturels, sociaux, politiques. Et du coup, tant qu'on n'y arrive pas, tant qu'une gauche, tant qu'un acteur social à le faire rentrer, on ne va pas réussir. Parce qu'on ne va pas transformer le pays. Les 4 fonctionnaires ou les 4 personnes qui sont politisées plus ou moins et qui font partie d'un ou d'autres partis soi-disant de gauche. Je n'ai pas la solution directe, mais bon, je reste étonné quand on fait des mobilisations, on s'organise et on voit que beaucoup de Français, mais qui sont d'origine des autres pays, ils ne participent pas de la vie politique. Mais parce qu'ils ne participaient pas de la vie ni politique, ni sociale, ni culturelle. Donc il faut retrouver les moyens de que ces gens-là
ils se sentent qu'ils appartiennent à cette société dans laquelle ils habitent. Parce qu'ils font partie de la classe ouvrière, ils sont complètement alignés, ou encore pire, complètement ailleurs. Donc il faudra peut-être, je ne sais pas, voir ensemble, façon de repolitiser, trouver les sujets qui pour ces gens-là sont plus ou moins importants, pas ceux qu'on retrouve les plus importantes. Parce qu'on reste toujours sur ce qu'on croit, ce qu'on pense que c'est le plus important, mais ce n'est pas forcément ce que les gens voient. Donc il faut peut-être trouver ces choses. J'ai resté tellement étonné, tellement contente quand il y en a eu ces manifestations contre le bombardement de la Palestine. Combien de jeunes, combien de gamines, de femmes aussi, ils étaient dans ces manifestations. C'est un front de lutte alors essentiel, par exemple, pour repolitiser toute cette couche sociale que autrement ils ne se mobilisent pas. Il faut agir dedans. Bon, je vois que certains camarades, je les ai vus là et c'est très bien, mais je dois peut-être viser un peu les efforts ou les fronts de lutte qui puissent nous vraiment faire, quoi que soit, repolitiser le plus de gens possible et construire un vrai mouvement depuis la base, quoi. Pas le construire depuis là-haut. Enfin, certains mouvements politiques nouveaux qu'on voit en Espagne, comme c'est Podemos, ou comme c'est les gens qui ont venu nous rejoindre à Izquierda Unida, il n'aurait été pas possible sans avoir eu ces mobilisations populaires qu'il y en a eu avant. Pas que les indignés, pas que les indignés, il y a eu ce qu'on appelait las mareas. Quoi? Oui, si, el 15 mai. Las mareas c'était des fronts de lutte, des gens qui étaient plus touchés par l'austérité en éducation, enfin dans l'éducation publique, ils se sont battus pour ça. Ou nous, moi je fais partie aussi de Maria Granates, à des jeunes émigrés espagnols, que bon, on a vu comment par exemple, on a dû quitter le pays et ils nous mettent des difficultés par exemple pour voter à chaque élection, ils nous enlèvent la carte européenne de santé, enfin des choses comme ça, que bon, parmi ces problématiques concrètes, on arrive à repolitiser à certaines parties de la société, et puis après, on a réussi quelque part, par exemple, comme je disais, en 2014, à réunir ce qu'on appelait las marchas de la dignidad, à Madrid, plus de 2 millions de personnes. C'est ça, les stratégies politiques pour prendre le pouvoir. C'est facile à dire, mais pas un peu plus difficile à construire. Mais en plus, c'est dans ces chemins-là, mais sans perdre toujours la voie qu'on veut suivre. On ne veut pas remplacer, prendre la place de ces partis qui se disaient social-démocrates en Europe. Et si pour ça, il faut qu'on quitte cette Union européenne, il faut qu'on sorte de l'euro, il faudra voir, il ne faut pas avoir peur. Mais dans ces cadres-là, on est coincé complètement. C'est mieux maintenant en Grèce parce que, soi-disant, un parti de gauche était au gouvernement, mais ça m'étonne. Ça m'étonne. Et si on arrive pareil en Espagne, moi, tant que militant, moi, je ne continue pas dans cette lutte. Non, c'est pas la mienne. C'est pas la mienne. Donc, il faudra qu'on voit tous ensemble le chemin qu'on veut suivre. Enfin, les buts plutôt, et puis après, une fois qu'on a défini les butés, après suivre les chemins plus ou moins dans lesquels on soit d'accord. Pour moi, ces chemins, c'est l'unité populaire dans les quartiers, l'unité populaire dans les villages, et puis après construire des candidatures d'unité populaire pour les élections. Mais pas casser les structures de tel ou tel parti, non, non. Chacun se sent plus identifié avec les problématiques que parmi eux, tant qu'individu, est plus ou moins touché. Donc, on ne veut pas non plus rompre les structures d'un parti écologiste, ou d'un parti communiste, ou d'un parti... Non, enfin, chacun se sent plus ou moins identifié avec telle ou telle structure, mais puis après, il y a des points, il y a beaucoup de points en commun. Bon, on va les mettre tous sur la table et on va réussir ensemble. Après, on verra de quelle façon on construit ces candidatures, mais c'est un peu le chemin que je pense qu'il faut suivre. Voilà. Merci Alejo pour cette analyse et ces réflexions. Je vais passer la parole avant d'ouvrir le débat à Franck Plana,
qui va nous parler de la singularité de Podemos et comment dans ce paysage politique et dans ce qu'a évoqué, est-ce qu'il se retrouve dans les éléments d'appréciation qu'a développé Alejo dans son intervention. Qu'est-ce qui fait la particularité de Podemos, qui est relativement un nouveau venu dans le paysage politique espagnol, puisque c'est pas une organisation qui a une existence historique de longue date. Et donc, bon, comment elle est née, dans quel contexte politique, qu'est-ce qui a permis qu'elle développe dans la dernière période une influence électorale au point de conquérir des positions politiques importantes, et comment, bon, cette organisation, quelle vision elle a, comment elle appréhende les choses pour le futur proche en Espagne. Vas-y, Franck. Oui, je serai assez court parce que bon, je suis au débeauté. Effectivement, Podemos, c'est quelque chose de très singulier parce qu'au départ, ça n'avait pas de vocation à être un parti politique. D'ailleurs, ça a eu énormément de difficultés à devenir un parti politique. Les AG traitant de l'horizontalité, de la verticalité du pouvoir ont été sévères. Parce que, en fait, c'est né, Podemos est né bon, d'une émission de télévision, La Tuerca, qui a pris une dimension absolument exceptionnelle en Espagne, et inattendue, et puis du 15 mai 2011, qui a mis dans la rue des millions d'Espagnols, et c'est né en fait d'une indignation sociale. Alors, c'est donc un mouvement très hétérogène. C'est-à-dire que dans Podemos, on pouvait même retrouver des gens qui arrivaient de la droite. Pas énormément, mais ça restait, c'était quand même assez significatif, j'en ai rencontré. C'est-à-dire qu'ils ne supportaient plus cette injustice. Faut dire que la corruption, bon, nous on a Balkany, on a tout ça, on a en France, mais en Espagne, ça a pris des proportions absolument phénoménales, la corruption. Donc c'est devenu insupportable, même pour certains électeurs de droite, c'était devenu insupportable. Donc il y a eu une indignation sociale, et puis il y a eu des expulsions qui ont été... Ici on ne s'imagine pas ce que ça représentait, mais les expulsions en Espagne, des gens qui voyaient, par exemple, puisque effectivement ils avaient des taux variables, donc des gens qui avaient acheté leur logement avec des mensualités de 500, 600 euros se retrouvaient avec des mensualités de 1200, 1400 euros qui ne pouvaient plus payer, bien évidemment. Et ben, les banques les expulsaient sans aucun état d'âme, sans problème. Et ça c'est peut-être ce qui... Enfin, moi, comme je l'ai vu, hein, en Catalogne, par exemple, c'est ce qui a choqué énormément. Et là, indépendamment, je crois, des questions de droite et de gauche. C'est pour ça que même certains Podemos ont du mal à vouloir se situer à gauche ou à droite, bien que Podemos, les dirigeants actuels de Podemos, que ce soit Iglesias ou Monedero, tous ces gens-là, sont évidemment de gauche, il n'y a pas de problème. Donc au départ, c'est une indignation sociale. Et ensuite, donc, du coup, le problème a été vu l'ampleur que ça prenait, de la conquête du pouvoir, c'est-à-dire, c'est bien beau de s'indigner, mais qu'est-ce qu'on fait pour, effectivement, améliorer les choses? Il n'y a qu'un moyen, à moins de vouloir des révolutions violentes, bon, mais ça, comme le parti de gauche, on n'en veut pas, donc il n'y avait que des élections. Donc il s'est agi de se mettre en état de marche pour pouvoir, effectivement, se présenter à des élections. Et là, ça a été d'énormes débats, parce qu'effectivement, il a fallu que Podemos se structure. Alors, ce qui ferait dire à Alejo, c'est-à-dire que vous pouvez discuter avec 20 personnes de Podemos et trouver, effectivement, un fond. On a tous le fond est le même, mais des positions qui ne sont pas obligatoirement les mêmes, n'est-ce pas, Alejo? C'est à peu près ça, hein, voilà. Donc, Podemos, c'est vraiment très très particulier. Il faut jamais perdre de vue que Podemos est né d'une indignation sociale, c'est-à-dire des situations qui devenaient insupportables. Que ce soit, je vous dis, les expulsions, que ce soit la corruption, toutes ces choses-là qui étaient devenues insupportables. Donc, Podemos est donc un parti très particulier, donc très jeune encore, mais qui est, me semble, très proche des positions du parti de gauche.
Et effectivement, comme le disait Alejo, c'est-à-dire que on ne veut pas prendre modifier ou les positions du PSOE ou etc. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire tout à fait quelque chose de nouveau, de totalement nouveau. C'est-à-dire essayer de faire en sorte que, par exemple, les décisions soient... C'est pas facile, bien évidemment, de trouver les moyens pour avoir un contrôle citoyen. Ça, c'est une notion de contrôle citoyen que l'on a au PG d'ailleurs, hein, je crois. Les assemblées citoyennes, tout ça, qu'on voulait mettre en place, mais pas facile. Mais cette idée du contrôle citoyen à tous les étages est une constante chez Podemos. C'est peut-être ce qui fait la différenciation avec la plupart des... J'allais dire parti politique, mais Podemos a du mal à se définir comme un parti politique. Ça, c'est... Et pourtant, Dieu sait si ça l'est un, puisque de toute façon, on se présente aux élections. Donc, voilà où c'est que ça allait. Alors, donc, au niveau de... Par exemple, si le Podemos arrivait au pouvoir, c'est-à-dire prenez le pouvoir à Madrid, je ne vais pas parler des problèmes catalans et quoi que ce soit, il y a effectivement, il y aura une renégociation de la dette parce que c'est exactement comme député, je regrette qu'il n'y ait pas eu, bien qu'en Grèce ils aient commencé à faire un audit de la Grèce, de la dette, il faut absolument un audit de la dette. Ça, c'est l'Amérique du Sud et en particulier l'Équateur qui nous l'a appris, que c'est faisable. Parce que le tout petit Équateur, quand même, face aux USA, a réussi quand même à renégocier sa dette, c'est-à-dire qu'il y a eu un véritable audit de la dette, qui a été fait d'ailleurs dirigé par un Français, et qui a abouti à montrer que 70% de la dette équatorienne était illégitime. Tout simplement, soit parce que les taux d'intérêt étaient usuraires, pas de chose. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? À partir de là, on a dit, le Coréen a dit, je paie les 30%, si ça ne vous plaît pas, je ne paie rien. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les 30%, les banques, elles ont pris les 30%. Donc, je pense que c'est possible. Surtout alors le cas de la Grèce était un peu différent parce que la Grèce pèse 2% de l'économie européenne. Donc, mais l'Espagne, comme le dit d'ailleurs Mélenchon, c'est-à-dire que ce soit l'Espagne ou la France, c'est pas deux petits pays. Ils représentent une grande partie de l'économie européenne. Si l'Espagne dit, écoutez, on renégocie la dette, et voilà ce qui est légitime, et voilà ce qui est légitime, on le paie, je doute que l'Europe puisse faire autrement qu'accepter, parce que le poids de l'Espagne, c'est pas le poids de la Grèce. Je crois que c'est pour ça que moi je suis un peu moins sévère vis-à-vis de Tsipras, parce que bon, j'y étais pas, moi je suis pas grec, mais disons que les rapports de force étaient quand même très très déséquilibré, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis quand on connaît la grandeur d'âme des Allemands, surtout de Merkel, effectivement, qui vient encore de nous le prouver en accueillant tous ces immigrés qui rendent bien du service à leur économie. Voilà, enfin, ça ils l'ont bien compris très vite. Voilà pour ce qui est de Podemos. Je préfère répondre à des questions plutôt que de développer encore, mais simplement si, je voudrais quand même avec Alejo, je dis effectivement que ce soit Podemos ou Izquierda Unida, il n'y a point de salut en dehors de l'Union. De toute façon, que ce soit Madrid, que ce soit Barcelone, que ce soit La Coruña, que ce soit Cadix ou tout ça, ne peuvent être... et à plus forte raison, le pouvoir central, on ne pourra le gagner qu'en faisant l'union avec Izquierda Unida, avec toutes les forces de gauche. Et ça, indépendamment de toutes les divergences. Mais là, encore, même si c'est une phrase qui est éculée, ce qui nous unit est bien plus fort que ce qui nous divise là-dessus. Il n'y a pas de problème, la preuve, puisqu'on est sur la même estrade. On aura des divergences, mais c'est évident. Un parti comme Podemos, qui est un parti très hétérogène, ne peut pas avoir toutes les mêmes conceptions et la même homogénéité que Izquierda Unida. Voilà, ça c'est certain. Et Podemos
si vous avez l'occasion un jour d'assister à une assemblée générale, puisque c'est une assemblée générale accord de Podemos, vous vous rendrez compte que ça rappelle, alors c'est sympathique, mais ça rappelle souvent les âgés de 68, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de positions qui s'expriment. Et heureusement qu'il y a quand même quelques personnes comme Iglesias, tout ça, qui peuvent recadrer un tout petit peu tout ça. Mais en dehors, je répète bien, et là, parce que pour moi c'est essentiel, parce que si on fait pas ça, on se suicide. Je crois que c'est en dehors de l'union avec Izquierda Unida et les autres composantes, bien évidemment, il n'y a pas de salut. Voilà, c'est tout. Je préfère répondre ensuite aux questions. Si vous voulez, je pourrais répondre comment s'est formé Podemos de manière plus précise, mais enfin, moi, je ne pense pas que ça intéresse grand monde. Voilà, merci.